Ils étaient là, silencieux, dignes. Les yeux rougis, mais le port fier, comme si chaque larme retenue pesait une tonne de souvenirs. Ce 7 mai 2025, l'église de la Madeleine à Paris s'est transformée en théâtre d'émotions contenues, de regards échangés entre légendes de la chanson française et d'un silence assourdissant. Le silence de Sheila, le silence de Karen Cheryl. Un silence que personne n'osait troubler jusqu'à ce qu'il explose. Car ce que le public ignorait encore, c'est qu'au cœur de cette cérémonie, deux voix allaient de briser des années d'ombre, de non-dits et de blessures secrètes. Deux voix longtemps tenues à l'écart, réduites à des clichés ou des malentendus médiatiques. Deux femmes, deux icônes, réunies non seulement pour rendre hommage à un homme, Humbert Ibach, producteur mythique, mais aussi pour dévoiler l'inavouable. Quel rôle jouait vraiment Ibach dans leur carrière respective? Était-il simplement le producteur fidèle et discret que l'on dépeint depuis des décennies, ou était-il la clé de bien des drames étouffés dans l'industrie musicale? Ce jour-là, les paroles de Sheila, tremblantes mais claires, et le regard bouleversé de Karen Cheryl ont laissé flotter un malaise glaçant parmi les invités. Car lorsqu'elles ont enfin parlé, ce n'était pas seulement pour dire adieu, c'était pour dire la vérité. Et ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien changer à jamais la manière dont vous regardez ces deux stars. Pourquoi Sheila avait-elle pris ses distances durant toutes ces années? Pourquoi Karen Cheryl semblait-elle toujours sur la retenue lorsqu'on évoquait Ibach? Pourquoi, au fond, les funérailles de ce producteur discret ont provoqué une onde de choc dans tout le show business français? Restez avec nous, car ce qui s'est dit ce jour-là n'est pas seulement un hommage, c'est une révélation. Et croyez-moi, vous n'écouterez plus jamais leurs chansons de la même manière. Souhaitez-vous Tui Viet Tiep Fan Tiet Lobby Madjuok Hello Trong Tangle? Dans le monde feutré mais impitoyable du show business, rares sont ceux qui ont su traverser les décennies avec la même élégance, la même persévérance et surtout la même efficacité que Humbert Ibach, plus connu sous le surnom de Mémé. Un surnom affectueux, presque enfantin, qui cache pourtant l'un des plus redoutables architectes de la chanson française. Né dans les années d'après-guerre, Mémé Ibach n'était pas prédestiné à devenir une figure incontournable de la scène musicale. Et pourtant, à force de flair, d'audace et d'un instinct quasi infaillible pour détecter le talent brut, il va marquer de son empreinte l'histoire culturelle française. Dès les années 1970, il devient un nom chuchoté dans les coulisses des maisons de disques, puis un nom respecté, enfin redouté. Sa force? Ne jamais suivre les tendances, les créer. Le grand public découvre son nom pour la première fois lorsqu'il prend sous son aile une jeune chanteuse pleine d'énergie et de fraîcheur. Sheila. L'ancienne icône Yéyé cherche un second souffle, une nouvelle image. Mémé Ibach va la lui offrir sur un plateau en orchestrant une mue artistique magistrale. Ensemble, ils vont écrire certaines des pages les plus flamboyantes de la variété française. Des titres comme Spacer, produit avec le mythique Nile Rodgers, ou Glory Gloria résonnent encore aujourd'hui dans la mémoire collective, témoins d'une époque où la musique savait faire danser, rêver et durer. Mais Ibach ne se contente pas d'une réussite. Il veut bâtir un empire. Dans les années 1980, il fonde son propre label, Ibach Productions, et se transforme en dénicheur de talents en série. Parmi ses signatures les plus marquantes, on retrouve Karen Cheryl, dont le succès dans les émissions jeunesse et à la radio est aussi fulgurant qu'inattendu. Sous la houlette d'Ibach, elle devient une figure pop incontournable. Il façonne son image, produit ses titres, organise ses apparitions. Rien n'est laissé au hasard. Mémé Ibach a ce que peu d'hommes possèdent, une vision. Là où d'autres producteurs se contentent de gérer, lui anticipe, modèle, pousse ses artistes au-delà de leurs limites. Il n'hésite pas à investir, à prendre des risques financiers colossaux, à miser sur un tube là où d'autres verraient une erreur stratégique. C'est ce flair, parfois déroutant, souvent génial, qui fait de lui un artisan de l'ombre respecté autant qu'admiré. Il participe aussi à la montée en puissance de nouveaux courants musicaux, fusionnant disco, variété et influence anglo-saxonne bien avant que cela ne devienne tendance. Son carnet d'adresses est un roman à lui seul. Entre Paris, Londres et New York,
Il côtoie les plus grands, travaille avec les meilleurs, refuse les compromis. Mais la carrière de Mémé Ibach ne se résume pas à une suite de tubes et de contrats. C'est aussi une philosophie, une manière de comprendre l'artiste avant même que celui-ci ne se comprenne lui-même. Il repère les failles, sublime les forces, crée une alchimie. Pour lui, produire un disque, ce n'est pas juste enregistrer une voix, c'est raconter une histoire, inscrire un moment dans le marbre sonore. Son influence dépasse rapidement les studios. Il devient consultant, mentor, figure tutélaire pour toute une génération d'artistes et de producteurs. Ceux qui l'ont croisé parlent de lui comme d'un homme entier, exigeant, parfois intransigeant, mais profondément passionné. Un homme qui, jusqu'au bout, aura défendu une certaine idée de la musique, celle qui touche, celle qui reste. Lorsque la nouvelle de sa disparition éclate, c'est toute une époque qui semble vaciller. Sheila, bouleversée, brise le silence. Karen Cheryl, elle aussi, sort de sa réserve. Ces silences-là en disent long, car derrière les paillettes, derrière les refrains dansants, il y avait un homme, un bâtisseur, un visionnaire. Aujourd'hui encore, les œuvres qu'il a produites continuent d'être diffusées, aimées, chantées. Et à travers elles, Mémé Ibach vit encore. Il plane comme une ombre bienveillante sur la musique française, un maître artisan que le grand public n'a peut-être jamais totalement connu, mais que l'industrie n'oubliera jamais. À chaque époque sa légende. Humbert Ibach, ou plutôt Mémé Ibach, comme le surnommait tendrement Sheila, était bien plus qu'un producteur. C'était une énigme vivante. Une silhouette discrète dans un monde de strass et de paillettes. Un mentor exigeant, un découvreur de talent, mais aussi un homme de famille. Peu en parlent, presque personne n'ose. Mais aujourd'hui, on vous emmène de l'autre côté du rideau. L'histoire commence dans les années 70, quand la musique française explose et que la télévision devient le miroir des idoles. Ibach est partout et nulle part. Il produit, il coécrit, il façonne des carrières comme un sculpteur taille la pierre brute. Mais loin de ce tumulte, dans les coulisses silencieuses de sa vie privée, Humbert trace un autre chemin, celui d'un patriarche protecteur. Il ne montrait pas ses sentiments facilement. Il ne les disait pas, il les agissait. Pour sa fille de cœur, Douchka, qu'il n'a pas simplement accompagnée dans la chanson, il l'a propulsée. C'est lui qui, avec flair et intuition, a vu en elle une étoile pour Disney France. Un pari fou, mais gagnant. Un producteur aurait pu s'en contenter, mais un père de cœur, non. Il était là, en régie, en loge, à l'arrière des plateaux télé, veillant à ce que tout se passe bien. Mais qui était Humbert Ibach chez lui quand les caméras s'éteignaient? Selon plusieurs proches, il menait une double vie. Pas au sens scandaleux du terme, non. Mais dans le sens noble du mot, celle d'un homme public et celle d'un homme profondément familial. Il vivait dans la retenue, préférant le silence des repas partagés aux éclats de la vie mondaine. Ceux qui ont eu le privilège d'entrer chez lui racontent un univers de souvenirs, de photos, de disques, mais aussi de chaleur humaine. Une table toujours dressée, un regard toujours attentif. Il n'aimait pas s'épancher dans les médias sur sa vie privée. Et ce n'est pas un hasard. Car sa famille, pour lui, était un sanctuaire. Un cercle intime qu'il protégeait de la fureur du monde du showbiz. Là où d'autres exhibaient, Ibach protégeait. Et puis il y a eu les absences, les éloignements, les silences. On raconte qu'Humbert portait en lui une certaine mélancolie, celle des hommes qui ont tant donné aux autres qu'ils oublient parfois de se préserver. Dans certaines interviews rares, il laissait échapper quelques confidences. Des regrets, peut-être, ou des douleurs que seuls les pères connaissent. Était-ce pour une famille qu'il aurait voulu plus présente à ses côtés? Ou pour des enfants qu'il aurait souhaité voir grandir loin du tumulte de sa vie professionnelle? Nul ne le sait. Ou du moins, nul n'ose en parler à haute voix. Et puis vint la fin, le silence, les hommages. Lors de ses funérailles, ce n'est pas seulement un producteur qu'on a pleuré. C'est un père, un pilier, un homme qui aimait en silence. Sheila était là, bouleversée. Karen Cheryl aussi. Mais au-delà des chanteuses, des micros et des projecteurs, c'est la famille, celle de sang et celle de cœur, qui a ressenti le vide, profond, irréversible. Alors pourquoi son histoire familiale reste-t-elle si méconnue? Parce que Humbert Ibach l'a voulu ainsi. Parce qu'il savait que les vraies histoires ne se crient pas dans les médias. Elles se vivent. Elles s'écrivent en silence, dans les regards, les gestes, les absences.
les silences. Et aujourd'hui, en évoquant sa vie de famille, on comprend mieux l'homme qu'il était. Un bâtisseur d'univers, mais aussi un pilier dans l'intimité. Et cela, peut-être, est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Quand un homme comme Humbert Ibach s'éteint, il ne laisse pas seulement un vide artistique. Il laisse aussi derrière lui un héritage colossal, un patrimoine soigneusement bâti, pierre après pierre, dans le scie, lance feutrée des studios et la discrétion des contrats. On le surnommait l'homme de l'ombre. Mais en vérité, son empire n'avait rien de discret. Né sans fortune, sans appui, Ibach n'avait qu'un seul capital au départ, l'instinct. Celui de reconnaître un talent, de flairer les courants musicaux, d'anticiper ce que le public allait aimer, avant même que le public ne le sache lui-même. C'est avec Sheila qu'il bâtit son premier pilier. Ensemble, ils créent une success story qui deviendra un modèle pour toute l'industrie musicale française. Mais Ibach n'était pas simplement un producteur, c'était un stratège. Il savait que derrière chaque tube se cachait une mine d'or potentielle. Droits d'auteur, royalties, synchronisation, édition, produits dérivés. Il ne touchait pas que la musique. Il contrôlait les droits, les contrats, les images. Il possédait les clés. Un empire bien réel. Label, édition et biens immobiliers. Très tôt, Ibach fonde son propre label, Ibach Productions. À première vue, une petite structure indépendante. Mais en réalité, un coffre-fort artistique contenant certains des catalogues les plus précieux de la variété française. Chaque chanson produite, chaque album lancé, générait des revenus récurrents. Année après année, les droits voisins et les rediffusions télé rapportaient une rente confortable. Mais ce n'est pas tout. Visionnaire, Humbert investit dans l'immobilier dès les années 80, quand personne n'y prêtait vraiment attention. Il achète des locaux, des studios, mais aussi des appartements à Paris, notamment dans le 16e arrondissement. Des biens qu'il loue, valorise, transmet. Certains parlent d'un portefeuille immobilier estimé à plusieurs millions d'euros. Les droits musicaux, un trésor invisible mais inestimable. Là où beaucoup de producteurs laissent filer les droits aux majors, Ibach, lui, gardait tout. Il savait que les chansons vieillissent bien, parfois mieux que les immeubles. Chaque diffusion, chaque reprise, chaque publicité utilisant ces titres lui rapportait de l'argent. À sa mort, on estime qu'il possédait encore des parts importantes dans les droits de dizaines d'artistes et de centaines de chansons. Selon une estimation non confirmée, mais relayée par des sources proches de la SACEM, le portefeuille musical d'Ibach pourrait représenter entre 3 et 5 millions d'euros en valeur brute, sans compter les revenus futurs. Car ces chansons continueront de tourner. Longtemps. Des sociétés écrans et des placements discrets. Fidèle à sa réputation de discrétion, Humbert Ibach gérait ses avoirs à travers plusieurs sociétés, parfois via des structures basées en Suisse ou au Luxembourg. Pas illégal, mais habile. Il savait cloisonner, protéger, planifier. Un homme d'affaires autant qu'un homme de musique. Certaines sociétés créées dans les années 90 restent encore actives aujourd'hui, ce qui laisse penser que son patrimoine a été transmis avec méthode, sans chaos ni bataille juridique. Une rareté dans le monde du showbiz. À qui reviendra cet empire? La question brûle toutes les lèvres. Ibach n'a jamais eu d'enfant biologique connu, mais il a eu une fille de cœur, Douchka. Plusieurs proches murmurent qu'elle pourrait être l'héritière principale de ses biens artistiques, notamment de ses catalogues musicaux. D'autres évoquent une fondation ou un trust discret mis en place pour préserver son héritage. Dans ces dernières années, il se serait rapproché d'une petite poignée de confidents à qui il aurait confié des clés importantes. Mots de passe, contrats, volonté testamentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'Ibach ne laisse pas que des souvenirs. Il laisse des actifs très concrets. Et surtout, une leçon. Dans un monde où tout le monde cherche la lumière, lui a construit dans l'ombre un véritable château invisible, fait de droits, de mélodies et de briques solides. Un empire silencieux. Une fortune d'émotion et de stratégie. Humbert Ibach n'est pas né dans le tumulte des projecteurs, ni dans l'éclat doré des studios d'enregistrement. Il est né dans le silence, celui d'un appartement modeste du 10e arrondissement de Paris, en plein cœur des années 40, où le tic-tac de l'horloge marquait les journées aussi sûrement que les privations de l'après-guerre. Son père, ouvrier discret aux mains abîmées par le travail, rentrait chaque soir avec le même regard fatigué.
Sa mère, une couturière aux gestes précis, transformait des chutes de tissu en robes de fortune pour faire vivre la famille. Dans cet univers simple, un objet trônait comme un roi silencieux au milieu de la pièce, un vieux poste de radio. C'est par lui que Humber entend pour la première fois le monde. Ce n'est pas tant la voix des nouvelles qui l'attire que celle des chanteurs, des crooners, des divas. Très jeune, il développe une oreille presque surnaturelle. Là où d'autres enfants entendent une chanson, lui entend les arrangements, les harmonies, les soupirs entre les notes. À 8 ans, il est capable de reconnaître une œuvre rien qu'en écoutant quelques mesures. Ce don, il ne l'exhibe pas. Il l'observe, l'étudie, le cultive en silence. Les autres enfants jouent dehors, lui passent des heures allongées près du poste, les yeux fermés, à voyager sans bouger. Quand il a 10 ans, il commence à collectionner les vinyles. Il n'a pas d'argent, alors il troque, il fouille, il attend les fins de marché pour ramasser ce que les autres jettent. À 12 ans, un instituteur passionné de musique classique remarque l'éclat dans ses yeux lorsqu'il parle de symphonie. Cet homme l'emmène un jour à la salle Pleyel pour un concert. Humber n'en revient pas. Les instruments, la tension de la salle, la magie de la direction d'orchestre, tout cela lui ouvre un monde qu'il n'avait encore jamais imaginé. Ce soir-là, quelque chose se fige en lui. Il ne veut plus seulement écouter. Il veut comprendre, maîtriser, créer. À la maison, il commence à démonter tout ce qui produit du son. Il démonte le poste radio familial aux grandes dames de sa mère pour en comprendre le fonctionnement. Il lit des manuels de physique trouvés dans les brocantes, s'intéresse aux ondes, aux vibrations, aux techniques d'enregistrement. Il a 14 ans quand il fabrique son propre amplificateur avec des pièces récupérées chez un ferrailleur. À 15 ans, il enregistre les conversations de ses parents à l'aide d'un magnétophone rudimentaire pour s'entraîner à manipuler le son. Il ne le fait pas pour espionner, mais pour apprendre, pour maîtriser les fréquences, les silences, les inflexions. Ce n'est pourtant pas un enfant solitaire. Dans le quartier, on le respecte. Il parle peu, mais quand il ouvre la bouche, c'est toujours pour dire quelque chose de juste. Il commence à fréquenter les caves musicales du quartier latin. Il est encore mineur, mais il parvient toujours à convaincre quelqu'un de le faire entrer. Il y découvre la scène yéyé naissante, les premiers groupes qui cherchent à imiter les Beatles ou les Stones. Il ne joue pas, il n'écrit pas, mais il conseille. Il dit à un chanteur de ralentir le tempo, à un guitariste d'ajuster sa distorsion. On l'écoute parce que ses conseils fonctionnent, parce qu'il comprend la musique mieux que ceux qui la jouent. À 17 ans, il rencontre un jeune guitariste prometteur, Claude Carrère. Ensemble, ils discutent pendant des heures. Carrère lui présente une certaine Annie Chancel, une adolescente timide à la voix acidulée. Humber perçoit immédiatement son potentiel. Il ne le dit pas encore, mais il sait. Il sait que cette fille deviendra une star. Il n'a pas encore les moyens de la produire, mais déjà, dans son esprit, le chemin est tracé. Il faudra du temps, des efforts, de la stratégie. Il n'est pas pressé, il est déterminé. Il entre dans la vie active sans passer par les grandes écoles. Il enchaîne les petits boulots, toujours liés de près ou de loin à la technique. Il devient assistant dans un petit studio d'enregistrement, puis technicien du son. Il observe, il note, il apprend. Il comprend comment fonctionne l'industrie, comment se construisent les tubes, comment se négocient les contrats. Là où d'autres cherchent la gloire immédiate, lui bâtit patiemment les fondations de son empire. Un jour, il assiste à une séance d'enregistrement qui change sa vie. Il n'y est pas invité, il s'est faufilé discrètement. Il reste dans un coin, invisible. Mais il voit tout. L'ingénieur du son, le producteur, les musiciens, les tensions. Il comprend ce jour-là que la véritable puissance ne se trouve ni sur scène, ni dans les micros. Elle se cache derrière la console, dans l'ombre de ceux qui décident. Ce sera sa place. Celle de l'architecte, du stratège, du bâtisseur de carrière. L'enfance de Humber Ibach, c'est celle d'un garçon qui a su écouter là où les autres parlaient, observer là où les autres couraient, comprendre là où les autres imitaient. Ce n'est pas une enfance spectaculaire, mais c'est une enfance fondatrice. Elle est faite de silence habité, de passion tenace, de solitude fertile. Une enfance sans artifice, mais avec une vision. Celle d'un enfant qui, un jour, allait écrire en silence les partitions de la gloire des autres.
Humbert Ibach. Un nom qui ne brille pas sous les projecteurs, mais qui résonne en silence dans les coulisses de la musique française. Un nom qui incarne l'influence discrète mais indéniable d'un homme qui a façonné des carrières et dirigé des artistes vers des sommets sans jamais chercher à s'imposer. Derrière ce nom se cache un homme mystérieux, profond et pourtant étonnamment accessible. Mais qui était réellement Humbert Ibach, l'homme derrière les légendes musicales? Dès le début de sa carrière, Humbert Ibach a choisi de se démarquer par son caractère effacé, loin des feux de la rampe. Contrairement à beaucoup d'autres producteurs ou figures du show business, il n'a jamais cherché à briller sous les projecteurs. Loin des discours publicitaires et des interviews interminables, il préférait rester en retrait, observant, écoutant et surtout, créant. La musique était son domaine, mais sa vie personnelle, elle, était un secret bien gardé. Son mariage avec une femme qui n'était pas du milieu de la musique a été une alliance discrète, loin des flashs des caméras. Ensemble, ils ont eu un fils, un enfant qu'Humbert aimait plus que tout. Mais, comme pour beaucoup d'histoires d'amour dans le monde des célébrités, leur union n'a pas survécu au temps. Ce n'était pas la célébrité qui avait fait défaut, mais les exigences silencieuses de la vie à deux. Dans le huis clos de leur vie privée, Humbert et son épouse se sont peu à peu éloignés, sans drame, mais avec cette distance irréversible qui se crée au fil des années. Leurs discussions s'étaient muées en silence. Les silences, eux, s'étaient changés en absence. Humbert Ibach n'a jamais été un homme de grande conversation. Les gens qui l'ont côtoyé évoquent souvent sa capacité à écouter sans juger. Les musiciens, les artistes, même les techniciens de studio, tout le monde se sentait écouté, compris et respecté. C'était son art de ne jamais imposer ses vues, mais plutôt de guider de manière subtile. Quand il parlait, c'était toujours avec calme, de manière réfléchie. Il n'avait jamais peur de l'absence de mots. C'était un homme de peu de paroles, mais de grandes actions. Derrière ces gestes simples et humbles se cachait une immense passion pour la musique et pour ses protégés. Son fils, aujourd'hui adulte, rappelle souvent que, même dans la distance qui marquait la fin de son mariage, Humbert était un père présent, un père aimant. Les souvenirs qu'il conserve de son père sont souvent empreints de douceur et de tranquillité. Humbert avait cette capacité rare de ne jamais forcer les choses. L'amour qu'il portait à son fils se manifestait dans ses petites attentions discrètes, des gestes simples mais pleins de sens. Le monde du show business, malgré sa superficialité apparente, a souvent cherché à s'immiscer dans la vie d'Humbert. Les journalistes, les curieux, les fans, tous voulaient en savoir plus sur l'homme derrière la scène, mais Humbert, d'une manière ou d'une autre, réussissait toujours à repousser les frontières de son intimité. À ses yeux, la musique suffisait. Ce n'était pas l'image de lui-même qu'il souhaitait partager, mais l'œuvre qu'il laissait derrière lui. Et puis, il y a Sheila. Leur relation a toujours été marquée par un respect mutuel profond, bien au-delà du cadre professionnel. Sheila n'était pas seulement une artiste pour lui, elle était une amie, une confidente. Ensemble, ils ont traversé de nombreuses tempêtes, et malgré la célébrité de Sheila, Humbert est resté le pilier silencieux, celui qui veillait sur elle sans jamais chercher à voler la vedette. Mais leur amitié ne se limitait pas au travail. Sheila a souvent parlé de la chaleur humaine d'Humbert, de sa douceur et de sa générosité. Ils se comprenaient sans mots, et parfois, c'était bien plus puissant que toute conversation. Le soir, quand le studio était vide et que les lumières s'éteignaient, Humbert se retirait dans sa maison parisienne, un lieu qu'il avait soigneusement choisi pour sa tranquillité. Loin des foules, loin des obligations professionnelles, il retrouvait la paix dans la solitude. Son rituel était simple, il lisait, écoutait des enregistrements, parfois il jouait de la musique. Pour Humbert, la musique n'était pas seulement un métier, c'était un moyen d'échapper au monde extérieur, une manière de se connecter avec l'essence même de la vie. Cependant, malgré cette apparente sérénité, il n'était pas un homme sans luttes intérieures. Son regard sur le monde était souvent empreint de mélancolie. Il avait vu des amis et des collègues perdre leur chemin, succomber à la tentation, à la pression, et parfois même à la folie. Le monde de la musique pouvait être impitoyable, et Humbert n'était pas du genre à rester indifférent face à ces déceptions. Pourtant, il restait inébranlable, ne laissant jamais son esprit se laisser emporter par le tumulte.